Et coucou à tous, coucou à toutes. On se retrouve donc pour la 3e saison de ce podcast potentiel, puisqu'effectivement, vous avez pu voir à chaque fois l'été, je vous fais une saga un peu différente. C'était une saga la première année avec, narrative, avec une petite histoire, avec des femmes atypiques, et on suivait leur quotidien en vacances. Cet été, je vous ai fait une saga sur l'optimisme, puisque c'était aussi en lien avec cet atelier que j'avais vraiment envie de vous partager un petit peu, voilà, sur cette période estivale. Je pense que vous en avez entendu parler tout l'été, donc je ne vais pas vous en reparler, mais pour celles qui débarquent, enfin ceux et celles qui débarquent, vous pouvez tout retrouver sur mon site internet, elodiecripel.com. Et là, on a donc une 3e saison avec de nouveaux invités, des professionnels, des témoignages, bref, il y a plein de choses qui vous attendent sur cette 3e saison, comme à chaque fois. Vous en avez l'habitude, et je garde toujours le même principe, c'est tous les lundis matins. Un lundi sur 2, eh bien, c'est moi sur un podcast solo, comme pour cette semaine, et un lundi sur 2, c'est un invité. Et donc, j'ai vraiment hâte de vous partager les personnes que, pour le moment, j'ai interviewées. Si bien sûr, vous avez des personnes que vous souhaitez que j'interviewe, ou des thématiques que vous souhaitez que je développe dans ce podcast, vous n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, m'envoyer sinon un MP sur Instagram ou un mail. Je me note toutes les idées, sachez-le. Après, c'est pas toujours facile, parce que des fois, vous avez envie que j'invite certaines personnes qui ne sont pas disponibles, ou qui ne souhaitent pas, ou qui répondent pas. Voilà, ça peut arriver aussi, qu'elles n'ont pas le temps, ou n'ont pas envie aussi, bien sûr. Et sinon, il y a des thématiques parfois que j'ai déjà traitées, et donc ça me permet peut-être de vous dire, voilà, allez voir la saison 1, 2, et je vous donne le numéro du podcast et le lien si je peux vous le donner. Donc voilà, bref, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, des besoins particuliers. Ce podcast, il n'est pas fait pour moi, hein, sachez-le. En plus, il n'est pas du tout financé, donc je le fais vraiment pour l'envie de partager, en fait, ni plus ni moins. Après, c'est toujours donc agréable d'avoir des commentaires et des bonnes notes et des partages sur le podcast, parce que c'est ce qui me donne envie de continuer, bien sûr, de prendre le temps d'enregistrer des épisodes, de payer une monteuse pour faire les montages et tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un petit retour, ça me fait toujours plaisir. Bref, donc bienvenue, comme je disais, dans cette saison 3 de ce podcast potentiel, et pourvu que ça dure, et on ne sait pas combien il y aura de saisons. Alors là, c'est le premier épisode de septembre, donc c'est la rentrée pour beaucoup, parce que je ne sais pas si vous savez, mais moi je vis en Écosse depuis quelques années, donc nous sommes expatriés en Écosse, dans les Highlands, dans le nord de l'Écosse. Et donc la rentrée scolaire, nous, c'était mi-août. Donc nous, ça y est, on est dans le jus. Là, on a repris la routine avec les 4 enfants à l'école. Donc première année qu'on a les 4 enfants à l'école, ça nous change la vie. Sachez-le. Pour ceux qui savent. C'est la rentrée donc pour beaucoup, et ça veut dire qu'il y a un petit coup de stress en réalité. Et donc j'avais très envie de faire un épisode un petit peu là-dessus, le stress et les personnes atypiques. Qu'est-ce que ça donne? Alors le stress, il faut savoir que c'est quelque chose de toute façon de sain, en fait. C'est pas un problème d'être stressé. Il faut pas confondre avec l'angoisse ou l'anxiété. Le stress, tout le monde en ressent, et c'est en fait juste temporaire, en fait, ou bien c'est lié à un événement particulier. Rappelez-vous quand vous étiez au collège ou au lycée, juste avant, je sais pas moi, un contrôle, un truc comme ça, ou juste avant une rencontre, un rendez-vous important, voilà. Donc ça va être lié à quelque chose, et ça va monter, ça va descendre, en fait. Donc il faut que ça cesse. Vous êtes stressé par exemple parce que le lendemain, il y a plein de choses à penser, la charge mentale est lourde, mais une fois que c'est passé, normalement, ça redescend. Donc le stress, il n'est pas problématique tant qu'il n'est pas chronique. Il devient problématique lorsque il ne redescend jamais, ou bien il redescend, mais aussi vite, il réaugmente. Et d'ailleurs, du coup, apparaît avec un stress chronique, malheureusement, des problématiques de santé mentale, et donc il peut y avoir effectivement sous-jacent, en fait, une problématique d'anxiété. Et là, par contre, on touche encore une fois à la santé mentale, et c'est à ce moment-là qu'il faut en parler avec un professionnel. Déjà, vous pouvez déjà en parler à votre généraliste, voir ce qu'il en est que c'est lié à quelque chose en particulier, mais si ça dure depuis longtemps, il faudra consulter un thérapeute, un psychologue, un psychiatre, et voir ce qui est possible de faire, parce que c'est un état qui n'est pas normal. Et ça, je pense qu'on a trop banalisé par contre. Déjà, on a fait un melting pot, et j'avais fait un épisode justement de podcast avec une psychologue clinicienne pour bien identifier, sur la saison 1, il me semble, pour bien identifier la différence entre le stress, l'angoisse, l'anxiété, tous ces termes qu'on fait comme un pot commun, alors que ça n'a rien à voir les uns avec les autres. Et ça, c'est problématique parce que du coup, on va banaliser ce qui ne devrait pas être banalisé, d'accord ? Je pense que c'est hyper important de garder en tête que si vous sentez que de manière chronique, vous êtes oppressé physiquement, et ça, je pense que c'est un signe très important,
Parce qu'en tant que personne hypersensible, justement, on est souvent connecté à notre corps. Alors j'ai envie de dire connecté et déconnecté à la fois. C'est assez paradoxal, mais connecté parce qu'on va ressentir plein de mots, des mots MAUX, mais à la fois, comme justement il y a plein de choses et que ça crée une hyperstimulation en fait physique, on aura tendance, question de survie, à se déconnecter de ça. Et donc à se déconnecter de tous ces petits signaux qui pourtant, comme en fait ces signaux sur un tableau de bord d'une voiture, nous informent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qui ne va pas et qu'il faut intervenir avant justement que la voiture tombe en rade et qu'elle finisse finalement à la casse. Et c'est ce qui se passe lorsque finalement vous tombez en burn-out, en dépression, c'est-à-dire que tous ces petits signaux, vous ne les avez pas vus. Vous n'avez pas voulu les voir. Alors il y a plein d'explications à ça. Hein. Attention, parce que je ne veux absolument pas vous faire culpabiliser. Je veux juste vous faire prendre conscience de ça. La plupart du temps, si on ne fait pas attention à ces signaux, c'est tout simplement parce qu'on nous a désensibilisés. On nous a appris à nous désensibiliser de ces signaux. Comme tout petit, par exemple, les premières larmes, de dire c'est bon, vas-y, pleure, tu pisseras moins, ce genre de réflexion, ou bien alors tu fais le gros bébé, ça sert à rien de pleurer, cache-moi ces larmes de crocodile, bon. Bref, la longue liste non exhaustive de toutes ces petites remarques. Et je ne suis pas là pour faire le procès de nos parents, parce que autre génération, autre peut-être culture, autre éducation, bref, c'était une autre époque aussi, et que nos parents ont certainement aussi subi encore plus, ou encore pire que nous. Donc voilà, j'espère que de génération en génération, on s'améliore. Mais du coup, c'est vrai que c'est compliqué après de faire attention à ce que nous ressentons quand on a été toute notre vie conditionnée à ne pas le faire. Et après, c'est normal aussi, on ne peut pas être toujours hyper connecté à notre corps parce que sinon on ne pourrait pas tout au long de la journée faire tout ce qu'on a à faire. Donc parfois, effectivement, on va mettre un peu de côté, par exemple, si on a un nœud à l'estomac, pour pouvoir aller au rendez-vous où on doit aller, parce que sinon, si on reste sur ce nœud de ventre, en fait, on ferait rien. Mais il faut en fait trouver cet équilibre qui nous permet aussi de dire, ok, il y a quelque chose qui ne va pas, là de suite, je ne suis peut-être pas en capacité d'y réfléchir, je n'ai pas peut-être le temps, l'envie ou l'énergie d'essayer de creuser qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi je suis dans cet état, pourquoi il y a tel ou tel symptôme physique. Et c'est ok, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas le faire. En fait, on va mettre de côté en attendant d'eux. J'aime bien prendre en fait le parallèle de quand on a faim. Si on a faim à un moment donné et qu'on n'a rien à manger, alors, quand il y a des enfants, c'est plus compliqué les enfants parce que dès qu'ils ont faim, il faut trouver quelque chose à manger. Mais nous, en tant qu'adultes, en général, sauf si on a des problèmes de santé particuliers, mais on peut en fait se dire j'ai faim, j'ai rien à manger, et puis là, je sais pas, je suis en train de travailler. Dans 1 heure, j'irai manger. C'est totalement possible en fait. Mais on peut pas se dire je mangerai ce soir. Non, finalement, je mangerai demain. Peut-être la semaine prochaine. Si j'ai le temps, j'irai peut-être voir quelqu'un qui me donnera à manger. Je sais pas dans 1 mois si ça va toujours pas. Voilà, c'est pas possible. En fait, vous pouvez pas à chaque fois repousser en fait ce besoin physiologique. Il en est de même de vos maux physiques. En fait, vous pouvez un petit peu repousser, mais pas trop non plus, parce que sinon, effectivement, à un moment donné, ça fonctionnera plus. Et donc, il y a effectivement une prévalence au conditionnement, comme je disais, mais il y a aussi autre chose, c'est que cette société actuelle, quand bien même on aurait eu des parents quand même assez bienveillants malgré tout, on pense, et là, je voudrais vraiment développer ça. On pense que dans cette société, c'est qu'on est trop faible, trop fragile. Et la société, en fait, elle met en avant justement les personnes qui sont très efficaces, l'efficacité, la persévérance, le fait d'être hyper résilient, le fait de faire les choses vite et bien. Mais on a confondu tout ça. On a la sensation, là il y a un gros Big Mac de tout encore une fois, parce qu'on se dit que si on ne s'écoute pas, eh bien on sera plus performant. Le mythe de la performance. Mais en réalité, ça ne fonctionne pas. Et puis, pour les personnes qui ont fait des burn-out ou qui sont en dépression, ils voient très bien que ça ne fonctionne pas. Donc, tout est une question d'équilibre. Mais je suis d'accord avec vous. C'est vrai que prendre un arrêt de travail parce qu'on ne va pas bien, dire que finalement, là, on est stressé, qu'on a une boule dans la gorge, les gens, ils vont vous regarder en mode mais en fait, on s'en fout. Tout ce qu'on te demande, c'est d'être hyper performant, d'être efficace, de ne pas te plaindre. Et là, ça demande un vrai travail, en fait, justement, difficile, de se dire, mais ça, c'est pas la réalité, ça, c'est pas la vérité. Et je sais que si je m'écoute pas maintenant, ça va être pire après. Donc, non, c'est pas de votre faute. C'est tout un environnement, tout un contexte qui ne vous aide pas à vous écouter, on est bien d'accord.
Donc je ne sais pas qui écoutera cet épisode de podcast et qui se sent en fait stressé par cette rentrée qui est une période pour moi assez charnière je pense. Des fois on est stressé par la rentrée des classes pour les enfants et on a le droit de dire que c'est stressant de laisser notre enfant, tout ça, que c'est un grand pas aussi en tant que parent, voilà. Je pense notamment aux mamans qui ont arrêté de travailler pour s'occuper de leurs enfants et je sais que certaines se mettent une pression monstre en fait en se disant voilà j'ai arrêté de travailler donc au moins je dois être une super maman et du coup elles se noient aussi dans ce rôle-là. Alors, je pense plus aux mamans, mais il y a aussi des papas, bien sûr, mais c'est souvent les mamans encore aujourd'hui qui arrêtent de travailler pour plein de raisons économiques et culturelles. Et du coup, qui se retrouvent un peu, je pense, à une étape de leur vie assez charnière, de dire, ok, là, le petit dernier ou la petite dernière va à l'école, et moi, alors, qu'est-ce qu'il y a? Et il y a une sorte aussi de pression, en fait, qu'elles se mettent encore à elles-mêmes par rapport à ça. Donc, bref, il y a tout un stress de reprise scolaire des enfants. Professionnel aussi, peut-être que vous étiez en vacances, et là, vous reprenez le rush pro, et ça peut être aussi stressant, de dire, ok, il faut s'y remettre, j'ai pas la tête à ça, et puis, cette fin d'année sur septembre-décembre est un peu particulière parce que il y a un peu ce côté de c'est les derniers mois, il y a plein de choses sur la fin d'année. Je pense notamment aux entrepreneurs qui ont peut-être envie de finir l'année avec un CA comme ils souhaitent, ou peut-être en tant que salarié, il y a des challenges particuliers. Bref, ça peut générer aussi du stress, bien sûr, professionnel. Donc cette rush de fin d'année. Bref. Donc stress, angoisse, pas la même chose. Et le but, c'est de transformer finalement, et j'espère que cet épisode de podcast va vous aider à transformer finalement cette énergie en quelque chose de plus positif. Comme ça, je fais le lien avec tout ce dont je vous ai parlé cet été sur le positif, parce que oui, c'est très très utile, l'optimisme. Donc déjà, et je vous en ai déjà parlé, attention à l'entourage. Si vous êtes autour de vous avec des personnes hyper stressées, angoissées, ou si vous avez tendance à trop regarder les informations, vraiment je vous conseille de prendre de la distance avec ça. Ou vous arrivez à prendre la distance, ou encore une fois, tout est une question d'équilibre, donc soit on arrive à enlever le négatif, soit pour compenser le négatif, on rajoute du positif. Donc allez, comme écouter cet épisode de podcast bien sûr, mais sinon, allez plus vers des personnes justement qui sont peut-être moins stressées ou qui ont mis des choses en place pour se relaxer ou commencer une activité sportive ou artistique, que sais-je, en fait, qui va vous permettre de tout relâcher. Donc ça, c'est important. Mais je pense que c'est important aussi de se rendre compte que vous n'êtes pas seul là-dedans. Je vais aller faire quelques petites recherches avant cet épisode de podcast. Et selon l'OMS, donc qui est l'Organisation mondiale de la santé, les troubles anxieux, là on parle bien des troubles anxieux, donc c'est pas du stress temporaire, pas du tout, ça touche 4% de la population mondiale, soit à peu près plus de 300 millions de personnes en fait. En 2020, c'était quand même des chiffres. Et depuis en fait le Covid, on est à des cas d'anxiété, de dépression, ça a augmenté de 25%. Je dis pas que 25% de la population l'est, non, ça a augmenté de 25%. Et en France, parce que je sais que vous êtes beaucoup en France à m'écouter, il y a par contre 23% des gens qui affirmaient en 2021 avoir des problèmes de santé mentale et que selon eux, ils ne prennent pas ça assez en considération. Aujourd'hui, on estime que 1 personne sur 8 souffre de problèmes de santé mentale quand même. Et c'est encore plus alarmant d'année en année sur les jeunes générations en fait. Et la période de la rentrée, ça amplifie ça chez tout le monde. C'est-à-dire que même les personnes qui ne sont pas relativement stressées ou qui n'ont pas de problème d'angoisse, ils peuvent ressentir ça en fait. Je pense qu'il y a, quand on est hypersensible aussi, on ressent un peu l'atmosphère. Je ne sais pas si ça vous le fait, vous aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais on ressent cette atmosphère d'effervescence en fait, de rush autour de nous. Et ça va forcément rentrer en nous, en fait, dans le corps, dans la tête. Moi, je le vois sur les réseaux sociaux. En fait, tout ça, on est interconnecté aux autres. Donc, ça peut être très, très fatigant, en réalité. Il y a la rentrée des enfants, bien sûr, le stress, il y a les fournitures scolaires en France, aussi les inscriptions à divers sports, les activités. Voilà, on reprend cette routine-là et ça peut être un petit peu compliqué. Quand on revient au travail, revenir avec une boîte mail qui s'est empilée pendant nos vacances, en fait, c'est un peu l'effet qui se coule, c'est-à-dire qu'on est parti en vacances, mais en fait, quand on revient, on a une charge monstre de travail à rattraper, donc c'est un peu frustrant aussi, en fait. Donc, ça peut être difficile. Il faut savoir que du point de vue scientifique, les personnes HPI hypersensibles sont particulièrement vulnérables au stress. Souvent, on pense que les atypiques, en fait, ils ont plus de problématiques de santé mentale. Ce n'est pas vrai, je vous l'avais déjà dit, je vous avais déjà fait un épisode là-dessus. Ils n'ont pas plus de problèmes de santé mentale. Par contre,
c'est cet effet intense. C'est vrai qu'on est soit dans le plus, soit dans le moins très rapidement. Il y a des études qui montrent que les HPI, en fait, qui sont en plus hypersensibles, il y a une corrélation en réalité, c'est-à-dire qu'entre cette période et les personnes HPI hypersensibles. Alors, contrairement par contre aux idées reçues, encore une fois, le HPI, ça diminue malgré tout le risque de développer des vraies problématiques d'anxiété, d'accord, ou des syndromes de stress post-traumatique. Donc ça, c'est important. Par contre, le stress chronique et donc les problématiques de sommeil et d'alimentation, ça, on se rend compte que c'est plus commun chez les personnes HPI hypersensibles. Ça peut aussi créer plus d'impulsivité et une prise de décision donc plus rapide, mais pas forcément perspicace, donc des difficultés peut-être sur cette prise de décision liée à la rentrée. Donc on est sur une période vulnérable pour les atypiques, d'accord ? Donc ça c'est important de se dire. Alors après, n'oubliez pas, moi je ne sais pas pourquoi je pense à ça, je pense à la phrase de Confucius, que notre plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de nous relever chaque fois que nous tombons. Donc dites-vous que c'est pas parce que c'est une période vulnérable et oui vous êtes en plein dedans et oui c'est difficile que vous êtes moins bien, que vous n'allez pas y arriver, absolument pas, d'accord ? Je pense que il faut utiliser votre intensité, comme je disais, on est soit dans le moins, soit dans le plus. Donc vous pouvez aussi utiliser votre intensité de manière positive. Alors, je parlais tout à l'heure du rapport au corps, donc on peut prendre des moments. Là, vous pouvez très bien mettre pause à ce podcast en fait, hein. Rien ne vous empêche, d'ailleurs vous pouvez ne pas finir l'épisode. Pour mes statistiques, c'est sympathique de le finir. Mais je préfère que vous preniez soin de vous que de mes statistiques, franchement. Donc, vous pouvez mettre pause et vous dire, je vais profiter en fait de 5-10 minutes pour juste savoir ce qui se passe dans mon corps. Faire un petit check-up, un peu comme si vous passiez dans un scanner, essayez de voir, voilà, vous commencez par, je sais pas, vos pieds, vos mains, le bout du nez, des oreilles, qu'importe, est-ce qu'il fait froid, chaud, des choses superficielles, hein, ça peut être déjà votre peau, est-ce qu'à un moment donné vous sentez bien, est-ce que vous êtes à l'aise, est-ce que vous êtes confortablement installé, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous gêne, et puis qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe, est-ce que vous arrivez à bien respirer, est-ce que, voilà, au niveau de votre ventre, tout va bien de cette sphère-là, parce que c'est important, on dit que l'intestin est le deuxième cerveau. Voilà. On peut commencer aussi par des petites routines. Alors, je sais que on parle souvent des morning routines, des choses comme ça, et moi, souvent, ça me fait sourire, parce que, honnêtement, je me fais réveiller à 5h30 du matin par mon petit dernier, à chaque fois, en hurlant « Maman, j'ai fait !» Voilà. Tous les matins, donc ma morning routine... Elle passe un peu à la trappe, mais ça ne m'empêche pas, une fois que il est calé avec quelque chose dans la bouche parce qu'il a faim, voilà, de me poser à côté et pendant qu'il mange, d'avoir ces 5 petites minutes en fait où mon corps, comme il a été réveillé, on va dire de manière pas très douce, de prendre un peu de douceur par la suite en fait. Et c'est ça qui est important. Alors oui, c'est pas mon idéal, on est d'accord. C'est-à-dire que moi j'aimerais bien pouvoir me réveiller par moi-même, doucement, comme ça, en m'étirant dans le lit. Voilà, c'est pas le cas. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, ça sert à rien de tourner en rond sur ce qu'on n'a pas. Essayons de voir ce qu'on peut mettre en place de différent. Donc on peut très bien prendre même 5 minutes de petite méditation, de prière, de gratitude, voilà, d'ancrer en fait ces émotions un petit peu positives en fait. Alors ça dépend ce qui vous parle. Moi je vous parle souvent de la gratitude et je vous en parlais justement dans l'atelier sur Optimiste à vie dont je vous ai largement parlé tout cet été, qui est donc dispo bien sûr sur le site, et de se dire en fait merci pour quelque chose. C'est-à-dire que moi, le fait voilà, d'avoir mon petit rooibos au chaud là, de beau matin, ça me remplit de gratitude et puis je suis contente. Voilà, c'est juste ça et ça me fait du bien. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas du matin, mais vous pouvez faire cet exercice aussi le soir. Et je vous recommande même en fait de le faire assez régulièrement dans la journée. Un peu, on dit souvent quand on conduit une voiture que ça demande tellement en fait de concentration, de stimulation, d'attention qu'il ne faut pas conduire plus de 2 heures et qu'il faut faire une pause en fait de 10-15 minutes toutes les 2 heures. En fait, rien ne vous empêche de le faire tout au long de la journée, ça aussi, même si vous n'êtes pas au volant. En fait, votre travail, ce que vous faites avec les enfants, ou je ne sais pas si vous avez des enfants ou pas, mais votre quotidien, quel qu'il soit, que vous travaillez ou non, que vous ayez des enfants ou non, en tout cas, faites forcément des choses qui vous demandent aussi de l'attention, de la concentration, de l'adaptation. Donc ça peut être aussi agréable que vous preniez 10-15 minutes toutes les 2 heures en fait. Essayez de le mettre en place, vous voyez ce que vous pouvez mettre en place. Vous pouvez aussi, et si votre stress est lié à vos enfants, impliquer vos enfants dans des petits rituels positifs en fait.
Je sais qu'il y en a qui font des kits anti-stress. Et je vous recommande beaucoup le travail de Nadège Petrel, que c'est Un amour au naturel, qui fait un super travail en fait au quotidien, qui a fait des livres, et qui a un compte Instagram et même sur TikTok, enfin voilà, que j'aime beaucoup, beaucoup et à propos du yoga pour les enfants, et qui a plein comme ça, elle a énormément de petites astuces comme ça. Et créer un kit anti-stress pour vos enfants, parce que déjà ça va vous reconnecter à eux, et en plus peut-être ça peut agir aussi sur vous cet anti-stress en fait. Donc ça peut être aussi des objets sensoriels, et ça marche très bien pour les personnes avec un TDAH, vraiment très bien. On peut aussi se fixer des limites, par exemple si, je vous disais par exemple le retour au travail, voilà, des centaines de mails ou peut-être plus, peut-être moins, je ne sais pas. Vous pouvez très bien dire, de toute façon, je n'aurai pas fini aujourd'hui, je n'aurai pas fini cette semaine, mais en fait, ça sera de telle heure à telle heure que je vais traiter mes mails parce que je ne peux pas faire que ça. Donc tant pis pour les autres, voilà, soit je fais au plus urgent, soit effectivement ça sera la date, enfin qu'importe. Je pars de mon travail ou je coupe parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent comme moi à la maison. Donc on n'a pas le truc de devoir partir, on est à la maison, donc c'est peut-être plus dur parfois de stopper, de dire à telle heure j'arrête, je ferme, j'éteins l'ordinateur, je coupe le téléphone, enfin voilà, pour préserver l'équilibre. En fait, cette rentrée, le but, c'est pas de se dire que vous partez sur un sprint. Vous allez donc reprendre votre marathon, et le but de ce marathon, comme dans tout marathon, c'est qu'il y a des moments de ravitaillement en fait. Personne ne fait un marathon non-stop sans ravitaillement. Vous savez, pour ceux qui font de la course à pied, il y a des moments où ils boivent, ou peut-être ils mangent, ou ils vont aux toilettes, ou même ils se posent. Sur des longs trails, ils peuvent même faire une pause pour dormir. Donc voilà, c'est la même chose pour vous. Et c'est logique. On est beaucoup maintenant dans la génération intelligence artificielle, que vous aimiez ou pas. Je sais qu'il y en a beaucoup qui critiquent à ça, mais c'est une réalité et elles sont là depuis longtemps, même si le grand public s'en aperçoit que maintenant, en réalité, elles sont là depuis longtemps. Mais vous, vous n'êtes pas une intelligence artificielle. Donc vous allez avoir aussi besoin de vous recharger. Il y avait une image un peu comme ça que je trouve assez, même symptomatique, je dirais même ce mot-là, par rapport à un téléphone. Il y avait une illustration comme ça sur les réseaux sociaux qui tourne de temps en temps. Ils disent, vous ne laisseriez pas en fait votre téléphone avec une batterie de 5% sans la charger en fait de suite. Et c'est vrai. Et pourtant on le fait pour nous en fait. C'est-à-dire qu'on va plus penser à recharger la batterie de notre téléphone que notre propre batterie. C'est quand même problématique. C'est pour ça que je dis que c'est symptomatique d'un problème. En fait, voilà. Et encore une fois, l'OMS recommande vraiment d'identifier tous les facteurs de stress. Donc, un petit exercice pour vous aujourd'hui, ou demain, ou même là de le faire mentalement. Encore une fois, vous pouvez mettre pause à cet épisode de podcast et dire quelles sont les 10 sources de stress aujourd'hui dans ma vie. Trouvez-en 10. Si vous en trouvez plus, vous pouvez. Alors, vous les mettez, vous faites déjà un premier brainstorming. Le but, c'est vraiment, vous prenez une feuille, là, comme ça, et vous en trouvez 10. Quelles sont les 10 sources de stress? Essayez de les détailler. Si, par exemple, c'est le travail, c'est quoi au travail, en fait? Parce que c'est beaucoup trop large. Si c'est dans ma vie de parent, quoi dans votre vie de parent, par exemple? Quand je dis quoi dans votre vie de parent, je me dis que les enfants soient bien heureux. Oui, non, mais on est d'accord qu'en tant que parent, on a toujours envie que nos enfants soient bien heureux et tout. Mais c'est quoi exactement? Est-ce que c'est... par exemple, le moment de faire les devoirs. Voilà, c'est cette période-là, de telle heure à telle heure. Ou bien le soir, parce que vous êtes seul avec vos enfants, que le soir vous êtes fatigué, que vous savez que c'est le rush et que tout le monde est un peu tendu parce que ils ont eu toute la journée et donc ils sont fatigués. Enfin voilà. Ou est-ce que c'est parce qu'il faut le mercredi, il faut amener un tel à tel endroit, tout ça. Voilà. Essayez d'être vraiment le plus concret possible en fait. Ensuite, la deuxième chose, c'est de les classifier. Du plus gros stress au plus petit. C'est-à-dire que d'abord, on fait un gros brainstorming, comme ça on n'y réfléchit pas. Et ensuite, quelle est la plus grande source de stress jusqu'à la plus petite source de stress. Donc ça, c'est hyper important. Et la troisième colonne, c'est comment je peux soit le diminuer, soit trouver autre chose pour compenser en fait. Et ça, c'est vraiment trouver des solutions parfois originales. Et c'est là où autre côté positif, parce que je vous ai déjà parlé d'un côté positif, c'est le rapport quand même, la connexion qu'on peut avoir au corps quand on est atypique, hypersensible. Et le deuxième, c'est parce qu'on a beaucoup de créativité. Et souvent, malheureusement, le stress va écraser cette créativité. Vous ne prenez pas conscience, en fait, de toute la créativité que vous avez. Et en fait, vous l'avez souvent, mais pour les autres, pour trouver des solutions pour les autres. D'ailleurs, si vous avez des amis qui écoutent cet épisode de podcast, vous pouvez, ou pas d'ailleurs, mais vous pouvez dire, chacune, en fait, on va mettre nos sources de stress et on va essayer de trouver des solutions pour l'autre. Parce que parfois on a plus, en fait, tout simplement d'imagination et de créativité pour les autres que pour soi-même. Parce que pour soi-même, on a un petit billet dans la tête comme ça,
un petit billet AIS, hein, pas le billet d'argent, qui nous dit non mais c'est pas possible, non mais ça marchera pas, non mais ça c'est sûr, j'ai déjà essayé. Et on n'arrête pas en fait de se casser soi-même ses propres idées. Tandis que quand les autres nous le disent, oui, bah, c'est sûr qu'en fait on aura tendance à vouloir lui dire pareil, en disant non mais ça j'ai déjà essayé, ça fonctionne pas, tout ça. Mais comme on va passer pour madame ou monsieur, mais non, on va un peu moins oser et on va dire bon, je vais peut-être réessayer, je vais peut-être tenter autrement et on aura peut-être moins de mauvaise foi, j'ai envie de dire. Donc, vous pouvez tenter avec quelqu'un d'autre ou bien, si vous êtes en thérapie actuellement, avec votre thérapeute ou votre psy. Ça peut être intéressant en disant ben voilà, j'essaye de trouver des solutions pour pallier à mon stress, trouver des solutions pratico-pratiques et j'y arrive pas. Et j'ai l'impression de me trouver plein d'excuses, donc je voudrais voir avec vous en fait et réfléchir avec vous. Qu'est-ce qui peut se mettre en place et qu'est-ce que vous pourriez effectivement envisager et qu'est-ce qu'on pourrait proposer et sur quoi on pourrait avancer ensemble. C'est un très bon exercice qui se fait beaucoup avec un psy, c'est totalement possible. Donc, pas de rush, mais des solutions. On passe à l'action. Et parfois vous ne trouverez pas de solution. Ça, c'est la réalité. Parfois, on n'a pas de solution. Tout simplement parce qu'on recherche toujours des solutions idéales qu'on peut faire de suite, sur du court terme et qui marchent vite. Donc, si vous êtes là-dedans, forcément, vous ne trouverez pas de solution. Il faut comprendre que les problématiques les plus complexes demanderont inévitablement des solutions complexes. Et les solutions complexes, eh bien, ça prend du temps à mettre en place. Ça prend du temps aussi pour se demander si ça fonctionne pas. Il faut les tester. Puis voilà, c'est comme quand on a trouvé un vaccin à une maladie ou un remède à une maladie. On ne l'a pas trouvé du jour au lendemain. Tous les virus, les bactéries, tout ça, on n'a pas trouvé du jour au lendemain une solution pour guérir les gens en fait. On a fait beaucoup de tentatives qui n'ont pas fonctionné, qui ont peut-être des fois aggravé le problème. Mais est-ce qu'on a lâché en se disant tant pis, ça se soignera jamais, c'est terminé? Absolument pas. En fait, les chercheurs, les scientifiques ont continué à essayer de trouver des solutions, à tester des solutions et à réessayer des protocoles qu'ils avaient soit déjà envisagés, soit pas envisagés, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que, en fait, au fur et à mesure des années et des siècles, on a pu trouver des possibilités, des vaccins, des solutions pour soigner les personnes. Vous êtes en fait votre propre médecin face à votre stress. Bien sûr, vous pouvez utiliser bien évidemment et heureusement les compétences d'autres professionnels qui seront objectivement, qui seront pas dans la situation, qui auront plus de recul, voilà, comme des professionnels, comme des thérapeutes ou des médecins, ou je pense notamment aussi à des naturopathes qui peuvent utiliser des manières très douces aussi pour vous aider face à votre stress, bien évidemment. Mais vous êtes quand même votre propre chef d'orchestre par rapport à ça. Donc c'est à vous aussi de tester des choses, de retester, de trouver des solutions, de vous dire que peut-être que ça ne fonctionnera pas dans un premier temps, mais qu'est-ce qui est possible de faire sur un plus ou moins long terme, etc. D'accord ? Lâchez pas parce qu'en fait si vous lâchez, personne ne pourra le faire à votre place. Et ça serait quand même vraiment dommage. Maintenant j'aimerais terminer cet épisode de podcast pour parler aussi de la notion de challenge. Il y en a aussi qui ont envie de se challenger sur cette fin d'année parce que peut-être que c'est la période où ils ont envie de, tester une nouvelle activité sportive, artistique, parce qu'ils auront peut-être plus de temps si, encore une fois, les enfants sont à l'école, tout ça, pour faire autre chose, parce que peut-être ils changent de carrière professionnelle, peut-être parce qu'ils reprennent les études à côté, peut-être que parmi vous, il y en a qui reprennent les études aussi à côté. Bref, le challenge aussi de la rentrée, ça existe. Et donc, en tant qu'hypersensible HPI, on a souvent aussi cette soif de croissance. Mais le perfectionnisme, ça peut bloquer, en fait. Il y a une citation de Mark Twain qui dit que le secret pour avancer, c'est juste de commencer. Donc, oui, moi je suis pour le challenge, mais sans pression, d'accord ? Challengez-vous en fixant en fait des fois des micro-objectifs. Par exemple, tester une nouvelle habitude, comme ce qu'on appelle le journaling, je vous ai beaucoup parlé de ça pendant la formation là, sur l'optimisme aussi, pour explorer vos émotions sans jugement par exemple. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, ça peut être aussi ces micro-changements qui vont être hyper importants en fait. Il y a des recherches sur les HPI qui montrent en fait que justement, c'est des personnes qui excellent énormément dans leur créativité, mais ils ont tendance à se mettre la pression pour avoir des résultats en fait. Et je pense qu'on est vraiment, encore une fois, dans une société de résultats. Et on n'est pas, en fait, dans une société d'efforts. Et c'est tellement dommage. Donc, évitez vraiment de tomber dans ce piège de tout ou rien. Si vous ratez sur une journée, reprenez tout doucement. C'est pas grave. En fait, on ne peut pas abandonner tant qu'on n'arrête pas. Tant que vous allez continuer à essayer,
vous ne pouvez pas échouer. C'est ça qui est important de le dire en fait. Rappelez-vous que le premier jour de la rentrée est la seule journée de l'année où le réveil est le bienvenu. Donc, utilisez un petit peu cette phrase pour justement embrasser le renouveau avec curiosité et pas avec la peur. Vous pouvez faire tous les exercices de respiration, je pense que vous en connaissez plein, mais de respiration pour vous calmer, pour vous apaiser, ça c'est hyper important. Vous pouvez aussi vous créer des espaces de silence au quotidien, notamment je pense aux hypersensibles en fait. Vous pouvez aussi créer une pièce, un environnement assez minimaliste. Alors il y en a qui sont très stressés par le minimalisme, mais pour d'autres, au contraire, c'est très apaisant. Donc, vous voyez comment, voilà. Il y en a qui ont besoin aussi de ressources dans la nature. Donc, vous voyez si vous pouvez passer par un chemin où il y a des arbres, des plantes, ou avoir un petit coin dans votre maison comme ça qui vous tranquillise. Donc, essayez de voir comment vous allez avoir envie de vous challenger sur cette rentrée, de la voir comme une opportunité de renouveau. Malgré, oui, le stress ambiant, parce que des fois, on a beau, encore une fois, accompagner notre propre stress, on sent le stress des autres et ça nous stresse du coup à nous. Donc essayez d'être aussi peut-être attentif à ça. Challengez-vous avec bienveillance, d'accord. C'est Martin Luther King qui disait « c'est toujours le bon moment pour faire ce qui est juste ». Et je rajouterai pour soi-même déjà avant tout. Donc prenez soin de vous, écoutez votre corps. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul en fait, qu'on est nombreux tout simplement à vivre cette période comme un changement et qu'on peut accueillir le changement, qu'après tout le but de la vie c'est d'expérimenter, c'est de pouvoir passer à l'action et qu'il n'y a pas une seule manière de passer à l'action et que je pense vraiment que le but c'est pas tant le résultat, c'est vraiment l'effort. Parce que plus on fera des efforts et plus ça impactera de toute façon le résultat. Donc d'être focus sur le résultat, c'est pas ce qui va vous mettre en action. Par contre, c'est ce qui va vous freiner parce que vous allez vous dire à quoi bon, parce que vu que je vais pas arriver à avoir le résultat que je veux, je préfère ne pas être déçu et ne pas le faire du tout. Sauf que vous vous doutez pas à quel point ça fait du mal à votre estime de vous-même et que c'est une catastrophe de faire ça parce qu'en fait, ça nous renvoie une très mauvaise image de soi, ce qui ne nous aide pas à progresser. Alors que lorsqu'on est focus sur la mise en action, sur l'effort, on est toujours très content d'avoir fait cet effort-là en fait. Et en fait, on se gargarise et ça nourrit une bonne estime de soi, ce qui nous permet de encore plus passer à l'action et donc forcément aussi de nous améliorer. Parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà. Bon, j'espère que cet épisode de rentrée vous aura plu. N'hésitez pas du coup à vous abonner si ce n'est pas déjà fait sur le podcast. Je ne sais pas vous m'écoutez sur quelle plateforme. À le partager aussi, peut-être qu'il y a des gens qui auront besoin d'écouter cet épisode de podcast. Et puis dites-moi en commentaire, comment se passe votre rentrée, comment vous envisagez votre rentrée et quel est le challenge en fait que vous avez envie de mettre en place pour cette rentrée 2025. Et sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et puis bien sûr une très belle semaine. À lundi prochain.